Bonjour tout le monde. Donc, vidéo sans micro parce que il n'a pas chargé. Donc, j'ai pas de micro. Alors, bonjour déjà. Ensuite, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire et tout le tintouin. Si vous en avez la possibilité, j'attends des dons. J'en ai reçu quelques-uns, mais s'il y en a un peu plus, ça sera beaucoup mieux. euh, pour les enfants du village. Alors pour leur faire un joli Noël, jour de l'an. Alors il faut savoir, hein, c'est des familles qui sont pauvres. J'ai des colis qui vont arriver et vos dons serviront là à être dans une enveloppe pour donner aux mamans afin qu'elles. Alors il y a une famille, je sais, qui doit finir le bagnat derrière la maison, dans le bagnat pour se laver, parce qu'ils n'ont pas de salle de bain. Donc là, ils se lavent dans des seaux. Enfin, c'est pas terrible. Deux adultes et cinq enfants, vous imaginez le boulot. S'il y avait le bagnat qui était fini, parce que le toit est pas fini. Donc voilà, ça servirait à ça, je pense. Et, euh, et ça serait vraiment sympa. Et deuxièmement, si vous souhaitez aussi, pour les mamans des soldats, alors pour leur faire un petit cadeau de Nouvel An, mais aussi pour, si la somme dépasse un petit peu ce que je pense, leur donner pour qu'elles envoient de votre part, de la mienne, de notre part à tous, un petit cadeau à leur fils ou à leur mari qui sont sur le front pour le jour de l'an, et puis que voilà, un petit truc qui viennent de chez nous, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous lire quelque chose parce que en lisant ce texte, cette lettre, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est ce que j'entends presque tous les jours en Russie. Alors attention, quand je dis c'est 90% des gens en Russie qui sont comme ça. Il y a toujours 10%, voilà. Et en France, vous avez exactement l'inverse, c'est-à-dire 10% qui sont comme ça et 90% qui ne le sont pas du tout et qui sont une catastrophe. Enfin, catastrophe. Qui ont tout perdu, quoi. Qui s'en rendent même. Oui, je disais qu'ils s'en rendent pas compte, ils se rendent pas compte de tout ça, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu leur honneur, ils ont perdu. Voilà. Donc je vais vous lire ce qu'a écrit le 6 septembre 1917, donc peu de temps avant la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, un soldat qui s'appelait Henri Lange, qui était juif, qui était naturalisé français depuis un siècle avec sa famille, donc depuis 1800 et des bananes. Il s'est engagé à 17 ans, et donc il s'est engagé en 1915, je crois, ou 1914, et qui était dans l'artillerie. Mais au bout d'un moment, donc à cette date là où il écrit cette lettre, euh, vous allez voir ce qu'il dit. Et pour la petite info, il est mort le 10 septembre 1918 à la tête de sa section. Il avait 20 ans. Donc moi, quand vous entendez ça, quand je vais vous lire la lettre, pensez aux gens qui sont autour de vous et vous verrez que ça n'existe plus. Alors 6 septembre 1917, mon général, je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite, naturalisé français il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir, celui de français d'abord, celui de nouveau français ensuite. Pensez à l'immigration. Est-ce qu'ils pensent ça, les immigrés qui sont en France là en ce moment? Euh, c'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Lorsque je me suis engagé à 17 ans, j'ai demandé à être artilleur sur les prières de mes parents et les conseils de mes amis qui servaient dans l'artillerie. Les appelés de la classe 1918 seront sans doute envoyés prochainement aux tranchées. Je désire les y devancer.
Je veux, après la guerre, si mon étoile me préserve, avoir la satisfaction d'avoir fait mon devoir et le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de français, de vrai et de bon français. Pensez toujours à la jeunesse française d'aujourd'hui. Moi, j'entends ça tout le temps. Hein. J'entends souvent ce genre de discours ici. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse se réclamer de moi et que jamais qui que ce soit ne puisse lui reprocher ses origines ou ses parentés étrangères. J'espère être physiquement capable d'endurer les souffrances du métier de fantassin, et vous prie de croire, mon général, que de toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. Henri Lange. Voilà, donc il est mort peu de temps avant la fin de la guerre, en fait. Et il est mort donc le 10 septembre 1918, voilà, 2 mois avant la fin. Je trouve que c'est important de lire ce genre de choses parce que ça remémore un petit peu tous ceux qui sont morts. J'ai entendu parfois dire que la fine fleur des hommes français est morte à la Première Guerre mondiale. Qu'il est resté les traîtres, les lâches, les tout ça, et que les générations d'aujourd'hui, bah, c'est les descendants de ces gens-là, donc ils en ont un petit peu dans les veines aussi. Heureusement, ils sont pas tous morts là-bas, donc il y en a ils en sont revenus, donc qui ont été aussi courageux et plein d'honneur. Mais voilà, donc pensez bien, imaginez autour de vous avec, alors je sais que c'est pas sympa de dire ça, mais vos enfants, vos petits-enfants, tout ça, regardez-les et regardez l'éducation qui leur a été donnée, l'éducation qu'on vous a empêché peut-être de leur donner, que c'est l'éducation nationale française et l'État français qui les a éduqués en fait à votre place, puisque vous avez même plus le droit de leur filer une fessée ou de leur mettre un coup de pied au cul. Euh, vous risquez d'aller en prison. Il y a même des numéros de téléphone où les enfants peuvent appeler pour se plaindre de leurs parents, mais c'est hallucinant. Euh, Au nom de quoi? Alors oui, il y a des gens qui exagéraient peut-être, mais vous croyez que ça les empêche d'exagérer encore aujourd'hui? Au contraire, c'est même pire. Pour que le gamin il ferme sa bouche et qu'il appelle pas ce numéro, qu'il n'en parle pas à l'école, il s'en prend encore plus. Donc c'est complètement hallucinant. Euh, Ici en Russie, c'est une autre éducation. Une éducation que j'ai du mal à comprendre, mais petit à petit j'y arrive. Mais parce que ce que je me dis, c'est que l'éducation qu'ils ont pour les enfants est très très laxiste, tout en étant sévère pour les points importants. On ne vous oblige pas à aller voir vos grands-parents ou quoi que ce soit, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font, un point c'est tout. Et les gamins, ils viennent, un point c'est tout. Et les grands-parents sont gentils avec les petits-enfants. Je vois par exemple notre petite fille qui habite loin. Euh, Sa mère nous a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps là. Elle était en petite culotte dans l'appartement là, puis elle s'en allait. Et sa mère lui dit mais où tu vas? Elle dit je pars chez Babouchka, chez ma grand-mère, chez Elena. Et pourquoi? Parce qu'ici elle est toujours entourée de trop de gentillesse. Trop de gentillesse. Si elle fait quelque chose de pas bien, on lui dira rien, ou on lui dira très gentiment que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais pas plus. Moi, c'est pas ce que j'ai vu en France. C'est beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus strict. Euh, Il y a beaucoup trop de parents qui. Il y a beaucoup trop de parents. Et je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Et je m'en veux d'avoir fait ça quand j'étais plus jeune. Qui foutent les gosses devant la télé pour pas qu'ils les emmerdent. Et qui veulent. Les parents veulent faire autre chose, sont occupés de faire quelque chose. Ils foutent les gosses devant la télé ou dégagent dans ta chambre. Ou, voilà. Et ça, ici, ça n'existe pas. Il y a même des fois, je suis impressionné par la qualité, la quantité de sacrifice de soi-même des parents vis-à-vis des enfants. Euh,
c'est... Alors, vous allez me dire, vous, peut-être que vous faites comme ça, je suis bien d'accord, mais vous faites partie, dites-vous que vous faites partie d'une minorité aujourd'hui. Que tout ce qu'on appelle des cassos, tout ce qu'on appelle les immigrés qui sont maintenant peut-être une vingtaine de millions en France, alors qu'on vous dit qu'ils sont 3 millions ou 2 millions, mais c'est faux, ils sont beaucoup plus. Parce que tous ceux qu'on a naturalisés français et qui crachent toujours sur la France, bon bah, c'est pas des Français pour moi. Donc ils sont au moins une vingtaine de millions. Parce que vu que les Français font de moins en moins d'enfants, on n'est pas passé de 65 millions à combien on aime, combien il y a de Français maintenant, 70, 68, 70, alors que les Français font moins d'enfants, hein. C'est pas possible, hein. Euh, bref, tout ça pour dire qu'il faut penser à ça. C'est avec le système français actuel, c'est hyper dur d'éduquer ses enfants parce que l'État ne veut pas que vous éduquiez vos enfants. L'État se substitue à vous, que ce soit à l'école, en obligeant vos enfants à aimer telle chose ou à aimer telle chose, alors que vous ne voulez pas, hein, vous savez de quoi je parle. Euh, on vous oblige à aimer les immigrés, on vous oblige à aimer les travelots, on vous oblige à aimer tout ça. Hein, vous n'avez pas le choix de ne pas aimer ça. Vous, votre choix de ne pas aimer, il est respecté par personne. Tout le monde s'en fout. Par contre, eux, ces gens-là, euh, ils vous obligent à les aimer. C'est, ça s'appelle une dictature. C'est pas une dictature comme on pourrait imaginer Mussolini, etc., etc. Non, c'est une dictature douce. Mais c'est une dictature quand même, ça s'appelle comme ça. Il n'y a aucune démocratie en France. Regardez, vous votez pour des gens, on vous met Bayrou comme Premier ministre. C'est pas une démocratie, ça. Euh, le parti politique qui a fait le plus de voix, c'est le Front National, le Rassemblement National. Je sais très bien que si on leur proposait le poste de Premier ministre, ils refuseraient. Mais de toute façon, ils sont tous pareils. Donc, bref, ça, c'est autre chose. Mais l'éducation des enfants, et c'est une cause importante, mais qui est foutue en France, je pense. Parce que il y a l'abandon des parents. Les parents abandonnent complètement. Comment voulez-vous faire quelque chose si l'État, l'école, tout ça vous empêche de le faire? Je vous dis pas de battre vos enfants, etc. Mais un coup de pied au cul, une tarte dans la tronche, des fois, c'est salvateur. Moi, j'en ai pris, j'ai pas refait la même connerie après, hein. Mon grand-père, il allait dans le jardin, il prenait des branches de lilas, il coupait une branche de lilas, il retirait les feuilles et les autres branches, il gardait qu'un long machin, puis il me claquait sur les jambes avec ça quand j'étais en short. Bah, je peux vous dire que la bêtise que j'avais fait, je la refaisais pas. Euh, c'est comme ça qu'on doit faire. Et l'État français vous a tout retiré. Euh, je trouve ça grave, je trouve ça triste. Euh, ici, vous avez pas ce besoin de punition corporelle. Quelquefois, quelquefois ça arrive, j'ai vu quelquefois et c'était très bien. Mais pourquoi? Parce que les grands-parents sont complètement dévoués pour le gosse. Euh, je sais pas comment vous l'expliquer ça. Je peux pas vous expliquer. Je sais pas, j'ai pas les mots pour vous expliquer ça. Ils sont complètement. Enfin, moi, je ressens ça comme ça, mais c'est parce que j'ai une autre éducation à la base. Mais comme je vous l'ai dit, je commence avec les années à comprendre que l'éducation qu'ils donnent, et c'est très dur pour les parents de se sacrifier en fait. Ils se sacrifient dès qu'ils ont un enfant, c'est pas pour continuer à vivre comme ils vivaient avant. Non, la vie change complètement, mais vraiment complètement. Pas un petit peu, non, c'est vraiment une autre vie et c'est tout pour le gamin. D'abord le gamin, toujours le gamin. Pas de loisirs, pas de vacances, pas de si c'est pas pour le gamin. Tous les week-ends, mais
ma petite fille, c'est aller se promener, aller voir des choses, aller au théâtre, aller au musée, aller voir un concert. C'est que les parents font tout pour les gosses. Et en fait, avec le temps, je me rends compte d'une chose, et c'est pour ça que je change d'idée, parce que je me rends compte que c'est hyper dur pour les parents pendant toute la jeunesse du gamin. Quand ils sont adolescents, ça donne des enfants qui travaillent bien à l'école, qui sont gentils, qui s'occupent de leurs grands-parents, euh, qui sont assez... surtout les filles. C'est vrai, c'est surtout le job des filles, ça. Mais ça donne aussi, quand ils sont plus vieux, des enfants qui s'occupent de leurs parents et de leurs grands-parents. Quand les grands-parents ne peuvent plus, quand les parents sont vieux, c'est eux qui vont prendre le relais. Vous avez j'ai vu beaucoup de fois des papis de 95 ans, grabataires, euh, avoir une petite chambre chez leur petite fille qui est mariée, qui a des enfants, hein. Avoir sa petite chambre, ça pue la pisse là-dedans parce qu'il y a le pot qui est là et puis il peut pas aller plus loin, il peut pas marcher, il peut pas se lever, il peut pas. Et sa petite fille lui fait à manger, elle lui donne à manger tous les jours, il s'occupe de lui, etc. Euh, vous voyez, c'est complètement autre chose. Ça en France, vous allez aussi me dire que ça existe. Je sais que ça existe, mais je vous parle d'un pourcentage immense de jeunes français actuels. Pour moi, je vais être clair. Les deux dernières générations, donc ça fait 2 fois 25 ans, elles sont foutues. Elles sont inutiles, elles servent à rien. C'est des parasites de la société qui sont. Alors, on est d'accord, pas tous. Hein, prenez pas ça pour vous si vous ne l'êtes pas. On est bien d'accord. Et je trouve que l'État français en a fait beaucoup pour détruire tout ça, mais aussi le téléphone portable, mais aussi l'informatique. Euh, un truc qui me révolte, c'est de voir des gens aller aux caisses robotisées au supermarché. J'ai envie de leur filer des tartes à ces gens-là, parce que il y a 40 000 emplois de caissières qui ont été perdus en France à cause de ça. Vous vous rendez compte? Et les caissières, c'est qui en général? C'est des femmes célibataires avec des enfants qui travaillent comme caissières et qui ont un petit revenu. Et ben maintenant, elles sont à la porte. Parce qu'on a mis des robots à la place. Et les gens complètement crétins vont. Moi, je refuse tout le temps. On m'a dit, même en Russie, ils ont essayé. Là. Euh, la dame me dit, mais non, il faut aller au robot pour ce genre d'article. Je dis, non, non, moi, je veux pas au robot. Moi. Je refuse d'aller au robot. Vous me prenez mes articles ou j'achète rien du tout. Et d'ailleurs, ils ont retiré ils ont retiré ce robot parce que je crois que je devais pas être le seul à faire ça. Euh, il ne faut pas aller aux caisses automatiques. Il ne faut pas. N'allez pas aux caisses automatiques. Plus vous irez aux caisses automatiques, plus il y a des dames qui perdront leur boulot. Et, et la caissière, vous allez me dire, elle n'est pas aimable et tout ça, mais des fois elle est vachement gentille, la caissière, des fois elle est aimable, des fois elle vous sourit. Si vous lui dites bonjour, merci, est-ce qu'elle va mal vous parler, la caissière? Non. Et puis bon, son métier, c'est pas un métier passionnant non plus. Hein. C'est vraiment pour manger, quoi, qu'elles font ça. Mais si en plus, on vous met des robots, et puis vous allez au robot plutôt que de passer avec un humain, mais non, 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 faites pas ça. Refusez. Refusez. N'y allez pas. Parlez-en autour de vous, dites aux gens, il ne faut pas y aller. Euh, comme je vous dis, vous êtes dans un pays où il y a de moins en moins d'emplois. Bon, nous ici, il y a des emplois pour tout le monde. Il n'y a même pas assez de gens pour le boulot qu'il y a. Donc du jour au lendemain, comme mon grand-père faisait, qui était plâtrier, s'il s'entendait pas avec un patron, il l'envoyait balader. Le lendemain, il avait trouvé une autre place ailleurs. Voilà. Il racontait ça tout le temps, pour lui et son frère. Donc ici, ça n'existe pas parce qu'on peut trouver du boulot n'importe nous n'importe quand. On a justement le chauffeur de taxi qui m'a emmené à Cheboksary, la vidéo que vous verrez, ou les vidéos que vous verrez que j'ai fait à Cheboksary, Cheboksar, le chauffeur de taxi parlait de ça justement. Il dit qu'il comprenait pas pourquoi les gens partaient de notre ville pour aller travailler à Moscou, parce qu'il y a du boulot ici. Il suffit juste de se remonter les manches et puis de vouloir travailler et il y a du boulot pour tout le monde.
Donc voilà. Donc en France, je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a du boulot. euh, mais ce genre de travail que peuvent faire ce genre de personnes, donc les dames qui sont caissières, ça non, il faut pas le retirer ça. C'est comme par exemple en Russie, alors à la campagne moins, mais si vous allez dans les grandes villes, il y a des pompistes. C'est-à-dire vous venez, il y a quelqu'un qui est là, habillé chaudement, là, surtout l'hiver, et puis qui vous fait le plein de la voiture, et vous le payez lui. Vous n'avez même pas besoin de sortir de votre bagnole. Vous avez juste à couper le contact, et puis il s'occupe de tout. Et ces gens-là sont payés un tout petit salaire, mais ils ont énormément de pourboire. Parce que quand vous avez 1850 roubles d'essence, et vous lui donnez 2000, il vous rend 150, mais en général, vous lui dites non, c'est bon, gardez-les. Et il fait ça avec chaque personne toute la journée. En fait, ils se font un bon salaire à la fin de la journée, et c'est très bien. Et ça existait en France. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Rappelez-vous, il y a 45 ans, il y avait des pompistes. Voilà, mais on a supprimé ça pour mettre des robots à la place. Et la même chose avec les caissières. Bon, bref, j'ai dérapé sur le sujet que je voulais. Enfin, quoi que non, ça correspond un peu quand même. Mais bon, cette lettre, voilà, donc pensez aux jeunes qui y a autour de vous. Pensez à comment ils sont. Est-ce qu'ils écriraient ce genre de lettre? Est-ce qu'ils se sacrifieraient pour leur pays? Voilà, moi j'entends ça tout le temps. Ou des fois je l'entends pas, mais je vois qu'ils le font. Euh, Tous ceux qui se sont engagés, enfin beaucoup de ceux qui se sont engagés, c'est pour leur pays, c'est pour défendre leur pays, c'est pour défendre la liberté. Parce qu'ils savent qu'on est libre ici, malgré tout ce qu'on vous raconte, malgré tout ce qu'on vous dit. S'il y a une démocratie autoritaire, comme on dit avec le président Poutine, c'est pas pour nous emmerder nous et nous priver de liberté. C'est pour nous protéger justement. C'est pour nous protéger de toute cette merdasse qui vient de l'extérieur. Des révolutions oranges que veulent faire toutes les malades mentaux américains ou anglais ou français ou allemands. Enfin, euh, c'est fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a le FSB qui va peut-être vous contrôler à l'aéroport. C'est pour ça parce que oui, ils vont regarder dans votre téléphone et s'ils voient qu'il y a un soldat ukrainien qui lève le bras bien haut et puis qui fait je sais pas quoi, parce que vous imaginez, eh ben oui, vous aurez des problèmes. Oui, oui, on va vous demander pourquoi vous avez ça sur votre téléphone. Et c'est normal. Vous venez dans un pays et vous avez ça. Un conseil, si vous venez en Russie, comme touriste, videz votre téléphone de tout ce qui est comme ça. Si vous jamais vous avez ce genre de truc, virez-les. Parce que votre téléphone sera regardé, on va vous demander votre adresse Facebook, votre adresse Instagram, votre adresse de ci, de ça, parce qu'ils vont aller voir. Bref, parce qu'ils ont la capacité à aller voir. Même si vous avez un mot de passe, ils peuvent aller voir tout ce qu'ils veulent. Voilà, voilou. Donc peut-être que je vous lirai d'autres extraits comme ça dans le futur. Parce que alors je ferai des vidéos plus courtes que celle-là. Celle-là, c'est un petit peu pour vous expliquer. Mais voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à plus. Parce que moi, il est temps que je parte.